Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 26 novembre, au sommaire de cette édition. Au Liban, le jour où un cessez-le-feu pourrait être annoncé, l'armée israélienne multiplie les bombardements sur Beyrouth. Nous sommes en direct de Jérusalem dans un instant. Donald Trump n'est pas encore officiellement à la Maison-Blanche, mais le prochain président américain dévoile déjà sa politique économique, avec notamment une forte augmentation des taxes pour les produits qui entreront aux États-Unis. Et puis, il a été arrêté en Algérie il y a un peu plus d'une semaine. Plus aucune nouvelle de l'intellectuel franco-algérien Boualem Sansal. Le sujet s'est invité cet après-midi à l'Assemblée nationale française. Au Proche-Orient, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, annoncé comme à portée de main. Un arrêt des combats serait imminent, ce qui n'empêche pas Israël de bombarder violemment le Liban. L'armée israélienne vient de mener des raids massifs sur Beyrouth, la capitale, mais aussi la banlieue de Beyrouth. Nous retrouvons en direct de Jérusalem notre envoyé spécial permanent, Sami Boukhelifa. Sami, ces frappes sont les plus violentes contre le sud de la capitale libanaise depuis le début de la guerre. Ces frappes interviennent alors que le cabinet de sécurité israélien se réunit en théorie d'ici quelques minutes. Benjamin Netanyahou et ses principaux ministres doivent voter pour ou contre un cessez-le-feu avec le Liban. Mais tant que ce n'est pas officiel, la guerre se poursuit. L'armée israélienne a envoyé donc 8 chasseurs bombardiers à Beyrouth. Un déluge de feu s'est abattu sur la Dahia, la banlieue sud de la capitale du Liban, considéré comme le fief du Hezbollah. 20 cibles bombardées en à peine 2 minutes. L'aviation israélienne a aussi visé un quartier très peuplé au cœur de Beyrouth. Dans le même temps, les troupes israéliennes qui envahissent le sud du Liban ont progressé jusqu'au fleuve Litani, situé à une trentaine de kilomètres de leurs frontières. Le message des Israéliens est clair, on contrôle le ciel et la terre du Liban, on fait la guerre quand on veut et la paix quand on veut. L'accord de cessez-le-feu actuellement discuté n'est pas un signe de faiblesse, dit en substance l'État hébreu. Merci beaucoup Sami Boukhelifa pour toutes ces précisions en direct de Jérusalem dans le journal en français facile. Pendant ce temps-là, les représentants du G7 expriment leur soutien à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah. Ils estiment qu'il est temps de parvenir à une solution diplomatique. Quant au mandat d'arrêt international, l'ordre d'arrestation émis la semaine dernière par la CPI contre Benjamin Netanyahou, les pays du G7 disent respecter leurs obligations respectives. Autrement dit, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon et Italie arrêteraient le Premier ministre s'il venait sur leur territoire. En revanche, les États-Unis ne l'arrêteraient pas puisque les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI. RFI à Paris, 17h04, venons-en à la guerre en Ukraine. L'Ukraine visée la nuit dernière par une attaque record de drones russes. 188 objets télécommandés à distance ont frappé l'Ukraine durant la nuit dernière. Les dégâts ne sont que matériels. Des immeubles résidentiels ont été détruits, réduits à néant. L'attaque n'a pas fait de victimes, disent les autorités ukrainiennes. 4 ans de prison. Une journaliste russe a, elle, été condamnée aujourd'hui par un tribunal régional de Sibérie à 4 années d'emprisonnement. Elle s'appelle Nika Novak. La justice russe lui reproche d'avoir travaillé avec un média étranger pour lequel elle aurait, selon l'accusation, contribué à produire du contenu qui discrédite l'armée russe. Le journal en français facile. Il n'est pas encore à la Maison-Blanche, mais Donald Trump, après avoir nommé l'ensemble de sa future équipe, en est déjà à l'heure des premières annonces. Il l'avait promis lors de sa campagne, mais le futur président des États-Unis en a précisé les contours. Donald Trump annonce que ses premières mesures économiques, après son investiture le 20 janvier prochain,
seront d'augmenter de 10% les droits de douane sur les produits venant de Chine et d'instaurer 25% de taxes sur ceux en provenance du Canada et du Mexique. De quoi relancer une forme de guerre économique à l'échelle de la planète, même si les premiers touchés seront peut-être les citoyens américains eux-mêmes. C'est ce qu'explique la chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Elle s'appelle Elvire Fabry, elle est spécialiste des relations Chine et États-Unis. Elle était à la mi-journée l'invitée de Nemo Ampis. L'impact immédiat, il va d'abord se porter sur le consommateur américain, qui dépend énormément de ces biens de consommation chinois au quotidien, va sentir le coût. Donc c'est d'abord une inflation plus élevée pour le consommateur. Pour certains producteurs américains de matières premières, cela peut les intéresser, comme ça avait été le cas pour l'acier et l'aluminium. Mais ensuite, il y a toute l'industrie qui utilise ces matières premières et qui va payer un coût additionnel par rapport aux matières premières qu'elle importait de Chine. Donc, les estimations qui sont faites déjà, et en particulier par un centre d'économie en France, le CEPI, montrent que ceux qui vont en souffrir le plus seront les États-Unis et la Chine eux-mêmes. Mais maintenant, il faut ajouter à cela les annonces qui ont été faites de droits de douane augmentés sur le Mexique et le Canada, puisqu'on sait que le Mexique était devenu la plaque arrière tournante d'importation qui arrivait aux États-Unis venant de Chine. Cette annonce de Donald Trump peut-elle faire craindre la relance d'une guerre commerciale mondiale ? On y est. Nous y sommes, dit Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors. L'actualité sur le continent sud-américain. Le président chilien est soupçonné d'avoir harcelé sexuellement une femme. Les faits présumés remontent à 2013. Gabriel Boric était âgé de 27 ans. Il venait de terminer ses études de droit. La plainte a été déposée en septembre. La présidence chilienne confirme seulement aujourd'hui que la justice enquête sur ce dossier. Gabriel Boric, de son côté, l'actuel donc président chilien, nie, dément catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Il est 17h07 à Alger. Où est précisément Boualem Sansal? Est-il bien traité? Sa santé est-elle bonne? Autant de questions sans réponse. Plus d'une semaine après l'arrestation en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, la France ne s'était toujours pas prononcée officiellement sur cette affaire, mais depuis cet après-midi, la diplomatie a besoin de discrétion, vient de dire la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Sophie Primas. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, la classe politique, elle, a son avis, un avis plus tranché, mais nuancé selon les partis politiques. Raphaël Delvolvé. Comme le Rassemblement national, le député LR Philippe Juvin appelle Paris à agir activement pour la libération de l'intellectuel, dont les positions anti-islamistes sont souvent prises en exemple par les droites françaises. La France doit faire comme avec tous ses ressortissants, les protéger. Et d'autant plus qu'il s'agit d'un ressortissant un peu particulier parce que c'est un intellectuel. Arrêté pour une raison très simple, c'est qu'il a exprimé ses idées. Mais à gauche aussi, l'arrestation choque le socialiste Arthur Delaporte. Il faut que la France puisse avoir une parole forte sur la défense de la liberté d'expression. Et donc, en l'occurrence, là, il y a un vrai sujet qui doit se régler aussi par la voie diplomatique. Plus on va à gauche, cependant, plus le discours est ponctué de nuances. L'insoumis Antoine Léaumont. Oui, la France doit agir pour le faire libérer si la question de son incarcération est une incarcération liée à sa liberté d'expression. Pas de si dans le camp macroniste, mais un discours prudent. Pour Sylvain Maillard, la France doit agir, mais dans l'ombre. Oui, bien sûr, je veux absolument qu'il soit libéré, mais j'ai écouté son avocat qui très clairement nous demandait, vu les relations extrêmement difficiles entre la politique française et les dirigeants algériens, de peu parler, mais de faire. Depuis son arrestation à l'aéroport d'Alger le 16 novembre dernier, aucun motif clair d'accusation n'a été communiqué par les autorités algériennes. Boualem Sansal est toujours à 7 heures en prison. Raphaël Delvolvé à l'Assemblée nationale française. Et puis enfin, l'affaire Paul Pogba devant la justice. Ils ont voulu lui voler 13 millions d'euros. 6 hommes, dont son frère, sont jugés à partir d'aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. Ils ont tenté ce qu'on appelle d'extorquer le joueur de football, de lui soutirer de l'argent. Le procès Pogba va durer une semaine. C'est la fin de ce journal que vous pouvez lire et écouter à tout moment sur le françaisfacile.rfi.fr.